Bonjour tout le monde, vous êtes tous connectés. Je vous souhaite la bienvenue au cycle de conférences sur l'innovation éducative organisé par le Centre interdisciplinaire d'innovation éducative, CIED, de l'Université Santo-Tomás. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le professeur André Tricot, avec la conférence Innover dans l'éducation, oui, mais comment? Et je vous rappelle que cette conférence a une traduction simultanée. Pour l'activer, vous devez faire clic dans l'option Interprétation située dans le panneau inférieur avec l'icône d'un monde. Je vais vous montrer ça dans la présentation que vous voyez. Vous devez sélectionner la langue de votre préférence, espagnol ou français. On a les deux options. Vous avez également l'option questions et réponses. Je vais vous... Et les deux choses. Là, c'est dans l'ordinateur. L'image que je vous montre avec le monde, c'est dans l'ordinateur. Mais si vous êtes dans votre téléphone portable, vous saurez avoir 3 points. Vous devez faire clic dans plus, où il dit more, pour trouver la sélection des langues. Et vous pouvez cliquer là pour activer la présentation simultanée et sélectionner la langue. Oui, j'espère que tout le monde nous entend dans les langues de préférence. Je peux vous donner quelques minutes. Je ne sais pas si dans les chats, vous pouvez me dire si tout va bien avec ça. Bon, après, on va avoir des questions et réponses. Je vous donne aussi l'instruction pour ça. Vous allez avoir un chat que vous le voyez dans l'image, c'est questions et réponses. Et on va laisser le temps à la fin de l'exposé d'André Tricot pour répondre à ces questions. On aura à peu près 15 minutes. Donc, je vous invite à écouter cette conférence soyant actifs cognitivement. Donc, je vous conseille de prendre un stylo, une feuille de papier pour écrire vos questions et poser toutes ces questions à la fin de la présentation, parce qu'on aura du temps pour échanger. Et je ne veux pas prendre plus de temps parce que je suis très contente d'avoir André Tricot ici. Je pense qu'il y en a les privilèges qu'il a eu le temps et il a accepté notre invitation. André Tricot, il est professeur de l'université Paul Valéry à Montpellier 3 en France. Il est psychologue cognitif et il est auteur de nombreuses publications et recherches sur l'intégration des technologies en éducation. Et un de ses livres, L'innovation pédagogique, mythe et réalité, a été traduit en espagnol avec le titre de cette conférence, et c'est ça de quoi il va nous parler aujourd'hui. Et il m'a raconté avant de commencer la conférence, des projets avec des collègues chiliens. Donc, et il va nous ouvrir aussi des nouvelles questions de recherche et de collaboration internationale entre les deux pays. Et donc, je remercie à nouveau André d'avoir accepté notre invitation et je lui donne la bienvenue et je vous laisse avec sa présentation. Je vais arrêter de partager. Merci Paola. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré de parler devant vous. J'espère qu'effectivement, une prochaine fois, nous pourrons être dans le même lieu et échanger de façon encore plus intense. Voilà, je suis vraiment très heureux de parler avec vous. Donc, malheureusement, mon espagnol n'est pas assez bon pour faire la présentation en espagnol et donc je ferai ma présentation en français. Je vous prie de m'en excuser. Je vais faire une intervention qui va durer à peu près 30 minutes dans laquelle je vais présenter cette idée des mythes en éducation. Ensuite, examiner 4 mythes, celui de l'idée selon laquelle faire manipuler,
permet de mieux faire apprendre. Le deuxième mythe, l'idée que les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Le troisième, les élèves apprennent mieux en groupe. Et le quatrième, le numérique permet d'innover en pédagogie. Puis on ira à la conclusion. L'idée de mythe en éducation n'est pas une idée qui vient de moi. Je l'ai reprise à des collègues néerlandais qui publient la première publication sur ce thème date de 2013 avec un article qui, en anglais, vous le voyez, s'intitulait « Do learners really know best ?» avec l'idée qu'on pouvait examiner dans notre domaine, l'éducation et l'enseignement, un certain nombre d'idées reçues et confronter ces idées reçues comme les digital natives, les styles d'apprentissage, l'apprentissage en autonomie. On pouvait confronter ces idées reçues à l'état actuel des connaissances sur le sujet. Et donc, ce que je vais vous présenter n'est pas original, ça a été développé par des collègues néerlandais avant moi, et il y a ces deux livres qu'ils ont publiés ensuite qui sont extrêmement intéressants de mon point de vue. Donc, nous allons parler d'innovation pédagogique et dans le livre que Paola a évoqué et qui a été donc d'abord écrit en français puis traduit en espagnol, j'ai proposé d'examiner un certain nombre de mythes liés à l'innovation pédagogique et vous avez compris que au cours de cette présentation, je vais en examiner seulement 4, alors que dans le livre, j'en examine 10. Un mythe en éducation, c'est donc simplement une affirmation sans fondement empirique, parfois même sans fondement théorique, qui est reprise massivement, qui est citée dans des articles scientifiques et qui, au bout d'un moment, semble aller de soi. Vous savez, quand on dit « tout le monde sait bien que », tout le monde est d'accord, c'est évident. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de repérer en éducation ces idées qui sont généralement accompagnées de « tout le monde sait bien que ». Et souvent, ces idées, on a besoin de conduire des travaux empiriques pour les invalider, pour les tester ou pour les valider. Les travaux empiriques dont je vais parler dans cette présentation ne représentent qu'une partie des travaux empiriques, donc je ne vais parler que d'un type de travaux empiriques. Ce sont les travaux empiriques qui relèvent de ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés, les approches de la recherche qui consistent à tirer au sort des élèves. Certains élèves vont apprendre avec un support ou une méthode d'enseignement A, d'autres vont apprendre avec un support ou une méthode B. Ces élèves qui ont été répartis aléatoirement dans les deux conditions expérimentales vont avoir le même pré-test de connaissances, le même post-test de connaissances, et on va voir si les progrès faits par les élèves sont différents dans le groupe A et dans le groupe B. Et si on obtient des résultats intéressants, on essaye de répliquer le résultat intéressant en faveur de la méthode ou du support A ou en faveur de la méthode ou du support B. Donc, généralement, on va répliquer dans des disciplines différentes, dans des pays différents, avec des élèves d'âge différents.
mais j'insiste sur le fait que les travaux empiriques dont je vais parler ne sont bien qu'une catégorie des travaux empiriques. Il y en a d'autres, des approches descriptives, par exemple, des approches observationnelles, des approches fondées sur l'observation en classe, qui sont tout aussi intéressantes, mais je ne vais pas en parler. Donc, si on prend le premier mythe, faire manipuler permet de mieux faire apprendre. C'est une idée qui semble effectivement tout à fait intuitive, tout à fait raisonnable, qui semble relever du bon sens. Pour apprendre, il faut faire. C'est une idée qui est bien entendu essentielle, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est nouvelle. Déjà chez Platon, en particulier dans le livre qui s'appelle Ménon, on voit Platon qui, dès l'ouverture du livre, demande à Socrate si on peut distinguer ce qui est enseignable, ce qui peut être pas enseigné, mais qu'on apprend en faisant, en pratiquant, et ce qu'on apprend ni par enseignement, ni en pratiquant. Donc, cette distinction entre des choses qu'on apprend par enseignement et des choses qu'on apprend par la pratique et des choses qu'on apprend autrement n'est absolument pas une idée nouvelle. Et on va retrouver cette idée tout au long des siècles. Certains vont essayer de traiter cette idée en opposant l'apprentissage par enseignement et l'apprentissage par la pratique. D'autres pédagogues vont essayer de dire ce qui est important, c'est de ne pas opposer l'enseignement et la pratique, mais bien d'inclure la pratique dans l'enseignement. Dans ma discipline, la psychologie cognitive, un des articles les plus influents sur les théories de l'apprentissage est un article qui s'appelle Learning by Doing, donc qui concerne bien l'apprentissage par l'action. Mais cette idée présente, quand on l'évoque aussi généralement, elle présente des inconvénients. Elle présente en tout cas deux risques de confusion. La première, c'est de confondre l'action au sens physique. On manipule des objets, on agit sur le monde physique, on fait des mouvements, et l'activité au sens cognitif, c'est-à-dire se poser des questions, réfléchir, raisonner, faire des hypothèses, faire des inférences. Et on peut être très actif cognitivement, apprendre beaucoup, alors que physiquement, on est tout à fait inactif. La deuxième confusion, c'est la confusion entre l'action comme moyen d'apprendre et l'action comme but d'apprentissage. Parfois, en sciences, par exemple, le but, c'est d'apprendre à faire quelque chose, à réaliser une mesure en sciences physiques, par exemple. En philosophie, c'est important d'apprendre la rédaction d'une dissertation. Mais parfois, ces actions, réaliser une mesure en sciences physiques, rédiger une dissertation en philosophie, ce n'est pas le but, c'est le moyen. C'est-à-dire qu'on va réaliser une mesure en physique pour comprendre la propriété d'un élément ou d'une réaction. En philosophie, on va faire des dissertations pour approfondir un sujet.
pour comprendre la relation qu'il y a entre deux auteurs. Et ce que montrent les travaux, c'est que, bien entendu, les deux sont importants, mais quand on veut comprendre quelque chose en science, quand on veut comprendre quelque chose en philosophie, le fait d'être actif, de réaliser une action comme une mesure, comme la rédaction d'une dissertation, n'est pas forcément le meilleur moyen. Autrement dit, s'il est indiscutable qu'il est important en sciences physiques d'apprendre à réaliser des mesures, ça c'est le but, la réalisation de mesures comme moyen n'est pas toujours le meilleur moyen. Parfois, pour comprendre des choses, il y a d'autres solutions que l'action. En philosophie, pour comprendre, c'est parfois la réflexion, c'est parfois le dialogue, c'est parfois la pensée intérieure qui permet de mieux comprendre que l'exercice qui consiste à rédiger une dissertation. Voilà les points qui me semblent importants. Par ailleurs, il y a deux auteurs américains, donc Kai et Wiley, qui ont attiré notre attention dans un article très important de 2014 sur le fait que on peut, quand on parle d'engagement des élèves, distinguer clairement 4 niveaux d'engagement. Les élèves sont passifs dans le sens où ils sont focalisés sur les explications, ils reçoivent les explications de leur professeur, ils leur accordent de l'attention. Ils sont actifs au sens physique, que je viens de dire. Ils sélectionnent, ils agissent, ils manipulent. Ils peuvent être constructifs, c'est-à-dire faire des hypothèses, faire des inférences, comprendre plus que ce que l'on leur explique. Et ils peuvent aussi être dans un apprentissage interactif, c'est-à-dire confronter des hypothèses, collaborer pour élaborer une explication. Ils peuvent co-construire des connaissances. Et ce qu'ont montré ces auteurs dans leur revue de la littérature, c'est que, bien sûr, être engagé au niveau 4, ça permet un meilleur apprentissage qu'au niveau 3, qu'au niveau 2, qu'au niveau 1. Mais être engagé au niveau 4, c'est plus exigeant qu'au niveau 3, c'est plus exigeant qu'au niveau 2, c'est plus exigeant au niveau 1. Et donc, parfois, si ce qu'on doit apprendre se réalise très bien au niveau 2 ou au niveau 3, ça ne sert à rien d'amener les élèves au niveau 4. Ces auteurs ont aussi montré quelque chose qui, je crois, est absolument crucial, c'est qu'on peut distinguer l'engagement des élèves dans la tâche, passif, actif, constructif et interactif, comme je viens de le définir, mais ces niveaux d'engagement dans la tâche sont compatibles avec toutes les tâches qu'on fait en classe. Par exemple, écouter un cours, c'est une activité qui peut être passive, bien entendu, mais on peut aussi donner des consignes aux élèves pour que écouter un cours, ce soit actif. Donner des consignes aux élèves pour que écouter un cours, ce soit constructif. Donner des consignes aux élèves pour que écouter un cours, ce soit interactif. Autrement dit, une tâche en soi, comme écouter un cours, comme lire un texte, ça n'est pas passif ou actif. Toutes les tâches peuvent être passives, actives, constructives ou interactives. C'est à nous, professeurs, de décider comment on engage l'activité des élèves dans les tâches. Et je crois qu'il y a des tâches comme écouter un cours, lire un texte, qui ont la réputation d'être des tâches passives alors qu'il n'en est rien. Et deux collègues américains, Logan Fiorella et Richard Meyer,
ont publié l'année d'après, en 2015, une très, très belle synthèse de la littérature sur les différentes stratégies qui permettent d'engager les élèves au niveau 3, les engager dans des traitements profonds qui dépassent l'activité physique pour aller véritablement à la compréhension des sujets qu'on étudie. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous en conseille vivement la lecture. Donc, faire manipuler les élèves, ce n'est pas une idée innovante, c'est une idée ancienne. C'est un moyen, ça n'est pas une fin. C'est surtout pertinent quand on apprend des savoir-faire, c'est même incontournable, notamment moteur, mais pas pour tous les apprentissages. On apprend mieux à faire quelque chose quand on comprend ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Quand l'objectif est de comprendre, quand l'objectif est d'élaborer une connaissance notionnelle, alors ce n'est pas le fait de manipuler, de faire quelque chose avec les mains qui est important. Ce qui est important, c'est d'être actif cognitivement, de réfléchir, de se poser des questions, de faire des hypothèses. Je vous propose maintenant de regarder le deuxième mythe. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Là aussi, c'est une idée qui est ancienne, qu'on retrouve dans toute l'histoire de la philosophie. Des travaux de psychologues ont montré que cette idée d'apprentissage par découverte marchait même avec des animaux. Si vous connaissez la littérature sur les apprentissages des rats dans les labyrinthes, on montre très très bien qu'un rat qui découvre apprend beaucoup mieux qu'un rat qui est guidé. Ça a été décliné en pédagogie tout au long du XXe siècle de beaucoup de façons différentes. Ça a des avantages supposés qui ont été déclinés de façon extrêmement différente. Je ne veux pas m'arrêter dessus, mais simplement évoquer le fait que ça a été vraiment, vraiment défendu de plein de façons différentes. Les fondements théoriques de ces apprentissages par la découverte sont aussi riches et différents. Et si les apprentissages par découverte ont été extrêmement promus au cours du XXe siècle et même avant, on peut se demander aujourd'hui si les apprentissages par découverte n'ont pas été poussés un peu trop loin, si parfois on ne confond pas le but d'apprentissage, c'est-à-dire la connaissance à élaborer, et le moyen d'apprentissage. On peut aussi se demander si parfois on ne confond pas l'apprentissage naturel en sciences, la découverte scientifique chez les scientifiques, l'activité de découverte scientifique et l'apprentissage en classe, la découverte en classe. Et sans doute que cet engouement pour les apprentissages par découverte sont très liés à ce mythe d'apprentissage par soi-même. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que l'apprentissage par découverte peut être efficace à condition que l'on sache, que l'on parvienne à bien doser, à bien trouver la bonne quantité de guidage qu'on fournit aux élèves. Autrement dit, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'apprentissage par découverte et l'apprentissage en autonomie. Les élèves peuvent apprendre en découvrant quelque chose tout en étant extrêmement bien guidés dans cette activité de découverte. Mettre les élèves en situation d'apprentissage par découverte, ça n'est pas laisser les élèves se débrouiller.
Parfois, ça marche avec certains élèves dans certaines conditions, le fait de leur laisser beaucoup d'autonomie dans une activité de découverte. Mais parfois, on a besoin d'être extrêmement guidé dans cet accompagnement de la découverte. Alors, il y a énormément de travaux, bien entendu, sur la découverte en sciences comme moyen d'apprendre. Et en gros, pour dire les choses rapidement, les synthèses et les méta-analyses de la littérature sur le sujet montrent que, encore une fois, quand il s'agit d'apprendre la démarche d'investigation en sciences, quand il s'agit d'apprendre la démarche de découverte en sciences, bien entendu que la démarche d'investigation, la démarche de découverte est incontournable. Il y a des moments où il faut pratiquer. Mais comme je le disais tout à l'heure, les travaux montrent aussi que pour pratiquer une démarche, c'est quand même mieux de la comprendre que de ne pas la comprendre. Ça, c'est quand l'objectif est d'apprendre la découverte et d'apprendre la démarche d'investigation. Mais parfois, en science, on a un autre objectif qui est de comprendre des notions, de mettre en relation des notions. Et là, la découverte, la démarche d'investigation n'est pas forcément la meilleure des manières d'apprendre. On peut même caractériser cette démarche pour apprendre comme particulièrement exigeante, comme particulièrement coûteuse. En gros, ce serait une démarche adaptée, pertinente pour les élèves qui ont déjà de solides connaissances dans le domaine. Je vais maintenant aborder l'apprentissage en groupe. Vous savez peut-être que à la fin du XXe siècle, l'apprentissage en groupe, collaborative learning en anglais, quand vous tapiez dans des moteurs de recherche collaborative learning, c'est le domaine, la question la plus étudiée en éducation. Ça suscite un intérêt absolument majeur depuis les travaux de Vygotsky et de Brunner. L'école de Genève en Europe a aussi beaucoup contribué au développement de ces apprentissages en groupe. Alors, il y a des arguments sociaux, qui est de dire que c'est important d'apprendre en groupe parce qu'on apprend à vivre ensemble, à vivre en groupe. Il y a des arguments naturalistes. Les enfants interagissent naturellement, donc il faut qu'ils apprennent en groupe parce que ça leur est naturel. Et puis des arguments pédagogiques. Le travail en groupe, c'est la possibilité de réaliser des tâches d'apprentissage qu'on ne peut pas réaliser tout seul. Donc l'enthousiasme est là, les travaux sont là, les fondements théoriques sont là, les arguments sont là. Il y a des collègues collègues néerlandais et australiens, plus un collègue d'Amérique du Sud, mais qui a fait sa thèse aux Pays-Bas, qui ont écrit une synthèse là-dessus. Oui, c'est intéressant d'apprendre en groupe. Oui, apprendre en groupe peut produire un meilleur apprentissage. Mais les conditions de la réussite de l'apprentissage en groupe ne relèvent pas du hasard, elles ne relèvent pas de l'improvisation. Finalement, quand on est enseignant, il n'y a rien de plus exigeant, il n'y a rien de plus difficile que de bien concevoir une situation d'apprentissage en groupe. Et je crois qu'on peut remercier ses collègues d'avoir identifié 10 principes, 10 critères de réussite de l'apprentissage en groupe qui permettent de, à la fois,
mettre en œuvre de l'apprentissage en groupe et aussi de concevoir des situations dans lesquelles non seulement on réussit à mettre les élèves en groupe, mais on réussit à les faire apprendre en groupe. Autrement dit, le travail en groupe est un moyen de réussir les apprentissages. Donc là aussi, je vous ai mis la référence sur la diapositive. Je crois que c'est une référence majeure dans le domaine. Voilà un exemple de travail qui a été fait par une collègue néerlandaise qui montre que, donc, soit elle posait des problèmes simples à ses élèves, soit des problèmes complexes, et puis elle évaluait. Et ce qu'elle montre, c'est que quand les problèmes sont simples, qu'on mette les élèves en groupe ou qu'on leur donne des problèmes à résoudre, ça ne fait pas la différence. En revanche, quand on leur donne des problèmes complexes, travailler en groupe donne de meilleurs résultats que travailler seul. Dans certaines conditions, même, certains problèmes tellement simples sont mieux résolus, donnent un meilleur apprentissage quand ils sont réalisés seuls qu'en groupe. Enfin, pour finir, le numérique qui permet d'innover en pédagogie, qui permet les outils informatiques d'obtenir de meilleurs résultats en pédagogie. On a publié récemment une synthèse de la littérature sur ce sujet, toujours avec l'approche mythe et réalité. Et ce que montrent ces synthèses, c'est surtout que les outils numériques présentent des apports qui sont extrêmement différents selon les disciplines. L'algèbre, l'éducation physique et sportive, le sport, la géométrie, la géographie, le français, les langues vivantes, la musique. Dans chacune de ces disciplines, quand on regarde la littérature, on a des outils différents qui sont utilisés différemment avec des fonctions pédagogiques différentes et donc des apports qui sont différents. On ne peut pas statuer de façon générale sur les outils numériques. J'ai aussi fait une revue de la littérature sur les fonctions pédagogiques elles-mêmes. Par exemple, quels sont les apports des outils numériques quand on utilise un outil numérique pour présenter de l'information, pour rechercher de l'information, pour résoudre un problème, pour s'entraîner, pour apprendre à distance, etc., etc. Mais on trouve comme ça des fonctions pédagogiques dans lesquelles les apports du numérique sont attestés par la littérature, sont positifs et attestés par la littérature. En revanche, il y a d'autres fonctions pédagogiques dans lesquelles, pour l'instant, les effets moyens sont plutôt limités. Par exemple, regarder une vidéo, une animation va apporter beaucoup à certains apprentissages, notamment moteurs, notamment procéduraux. Dans d'autres domaines, les apports vont être beaucoup plus modestes. Il y a des domaines comme la programmation, l'émergence d'idées, les outils numériques pour motiver, dans lesquels, pour l'instant, on ne dispose pas de résultats qui attesteraient de l'efficacité. Enfin, il y a des domaines dans lesquels, en moyenne, les effets mesurés sont plutôt négatifs aujourd'hui. En conclusion, et pour tenir le temps, je crois que tous les travaux autour des mythes en pédagogie, que ce soit dans l'innovation pédagogique ou dans le numérique, attirent notre attention sur le fait qu'on ne peut pas attendre que des idées générales en pédagogie soient efficaces. Je crois que notre métier, le métier d'enseignant, est un métier de la conception, où à chaque fois, nous concevons des situations d'enseignement particulières pour nos élèves dans la discipline qu'on enseigne. Et enseigner les mathématiques, ce n'est pas du tout pareil qu'enseigner la géographie, qui est très différent de l'enseignement des langues vivantes.
qui est très différent si mes élèves ont 7 ans ou mes élèves ont 12 ans ou mes élèves ont 18 ans. Et pour concevoir des situations d'enseignement, je n'ai pas besoin d'idées générales, j'ai besoin de connaissances et de méthodes qui vont me permettre, pour mes élèves, dans cette situation particulière-là, de concevoir la solution qui est adaptée. Donc, nous n'avons pas besoin de chercheurs qui nous donnent des solutions toutes faites ou nous n'avons pas besoin de discours à la mode, mais nous avons besoin de connaissances et de méthodes pour que nous, enseignants, soyons en mesure de concevoir les solutions qui sont adéquates pour nos élèves, pour nos étudiants dans la discipline qu'on enseigne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je crois qu'on va avoir le temps maintenant d'échanger autour de questions. Oui, je te remercie beaucoup, André, et surtout, mais malheureusement, il n'y a pas de recette pour la pédagogie. C'est juste que tu ne pouvais pas nous donner les conseils exacts pour faire la bonne classe. Mais je te remercie énormément. Et je pense que j'ai lu ton livre en français et je pense que c'est un grand apport dans plusieurs niveaux. D'une partie aux chercheurs, nous donne des pistes de recherche, de nouvelles questions de recherche, surtout dans les domaines où il n'y a pas de profondisation, par exemple dans la pédagogie par projet, par exemple, j'ai vu qu'il n'y a pas trop de... Et je remarque aussi l'importance pour nos étudiants d'apprendre à lire la littérature scientifique avec, même pour nous les chercheurs, de la lire avec des yeux critiques et aussi avec rigorosité et de ne pas croire à tout ce qui était dit simplement parce qu'il est dit un auteur très, très cité, par exemple. Oui. Merci. Oui, je suis très heureux que tu dises ça parce que ça correspond à l'objectif que j'avais en écrivant ce livre. Merci. Oui, mais aussi, je pense qu'il nous donne des pistes pour innover, même si tu dis que tu ne donnes pas de recette, qu'il n'y a pas la recette. Je sens que quand on t'écoute, on lit ton livre, c'est très illuminateur et on trouve des pistes concrètes pour agir dans la salle de classe. Et il nous fait aussi réfléchir sur notre propre pratique pédagogique et les croyances qu'on a installées depuis beaucoup de temps. Merci. Et j'ajoute un quatrième niveau que c'est grâce aujourd'hui aux technologies qu'on a la possibilité d'avoir cette conférence dans les deux langues. Donc, on ouvre les barrières de lire juste les auteurs qu'on connaît parce qu'on sait l'espagnol ou parce qu'on connaît l'anglais. Donc, on peut ouvrir cette frontière. Et je remercie beaucoup à notre interprète, que c'est Carlos Iturra, et aussi à Javiera pour la diffusion, parce que je te raconte qu'il y a 173 personnes connectées en ce moment à cette conférence. Et on a beaucoup de questions, mais je voulais poser la première question. J'ai le privilège. Et je voulais revenir sur la question de l'autonomie. Pour moi, c'est parce qu'il y a le concept d'autonomie, c'est populairement compris comme travailler seul sans demander de l'aide. Mais les recherches que tu nous as montrées mettent en évidence qu'il doit y avoir un équilibre entre laisser seuls les élèves et les guider trop, par exemple pour la solution d'un problème donné. Alors, ma question, c'est si tu peux nous donner une définition d'autonomie et d'autres pistes pour accompagner le développement de l'autonomie des étudiants dans le contexte d'éducation supérieure ou des élèves, surtout dans le contexte actuel de l'éducation à distance. Oui, merci pour cette très, très belle question, parce qu'effectivement, si on prend l'étymologie du mot autonomie, qui est la même en français et en espagnol, auto, c'est moi, par moi-même,
Et nomus, en latin, c'est le but. Hein. Donc, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui sait définir lui-même ses propres buts. Alors qu'en classe, j'ai fait beaucoup d'enquêtes là-dessus avec les professeurs en France. Un élève autonome, c'est un élève qui arrive à faire ce que je lui demande de faire sans me demander de l'aide. Ce qui n'a rien à voir avec l'autonomie. Donc, c'est vrai que c'est un mot où on a, et merci pour ta question, parce qu'on a absolument besoin de le définir, ce mot-là. Après, le sens le plus courant de autonomie, ça correspond à, en anglais, ce qu'on appelle self-regulated learning, hein, donc les apprentissages autorégulés. Là, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, dans une tâche qu'on donne aux élèves, par exemple un problème à résoudre, par exemple une enquête à mener, les élèves peuvent, quand ils rencontrent une difficulté, résoudre par eux-mêmes la difficulté qu'ils rencontrent, soit en anticipant la difficulté, soit en identifiant la difficulté, soit en réfléchissant à la façon dont ils résolvent cette difficulté. Et en gros, j'ai vu que Chris était en ligne. On a assisté avant-hier, Chris Castro et moi, à une conférence absolument merveilleuse d'une collègue néerlandaise qui disait, en fait, on a toujours par rapport à ça, comment dire, un paradoxe à résoudre ou un choix impossible à faire. C'est les apprentissages où j'attends que les élèves autorégulent leur apprentissage et malgré 40 ans de recherche sur les apprentissages autorégulés, on a un bilan qui montre que les élèves ne s'autorégulent pas efficacement, notamment quand les élèves sont en difficulté scolairement. Et on peut tout faire, tout leur montrer, tout leur expliquer. Ça reste très difficile de s'auto-réguler dans l'apprentissage. Mais il ne faut pas renoncer pour autant. Et l'autre tentation, c'est de dire, pour ne pas créer ces problèmes d'autorégulation, proposons des situations guidées, où l'élève ne rencontre pas de difficultés. On va en quelque sorte prévenir. Avant même qu'il rencontre une difficulté, on va guider. Et je crois que comme toujours, en pédagogie, on va mettre en œuvre des situations qui sont différentes selon nos élèves. Certains, parce qu'ils ont déjà beaucoup de connaissances, vont très bien s'en sortir dans une situation d'apprentissage autorégulé. D'autres vont avoir plus besoin de guidage. Mais j'insiste, ça va aussi dépendre du sujet. C'est un sujet difficile, c'est un sujet nouveau. On n'a jamais parlé de ça en classe. Les approches guidées sont beaucoup plus efficaces. C'est un sujet, ça y est, on commence à le maîtriser, on a déjà vu les principaux concepts. Mais là, on peut rentrer dans des situations d'apprentissage où l'autorégulation prend une place de plus en plus importante. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de recette, mais il y a bien des connaissances qu'on peut utiliser. Et ces connaissances qui est que, par exemple, les apprentissages autorégulés sont efficaces avec les élèves les plus avancés, le guidage est plus efficace avec les élèves les moins avancés, et l'avancement, ce n'est pas qu'une caractéristique de l'élève, c'est une relation entre l'élève et le sujet qu'on aborde, la nouveauté du sujet. Ça, c'est bien des connaissances qu'on peut utiliser quand on conçoit une situation d'enseignement. Et ça aussi un lien avec la motivation, parce que dans ton livre, tu parles de
tu fais les liens entre la motivation et la perception d'auto-efficacité des élèves. Et je me demandais comment on peut agir sur la perception d'auto-efficacité parce que c'est quelque chose d'intrinsèque. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer qui l'élève se sent ou pas capable de faire une tâche. Ou pour les mathématiques, comme tu donnes souvent l'exemple. Oui, oui, oui. Ouais. Et là aussi, la conférence donc de Annick Debruyne, qui est très grande spécialiste d'apprentissage autorégulé, nous a dit ça aussi, et c'est un résultat qui est bien connu dans le domaine des apprentissages autorégulés, c'est que le lien avec la motivation est extrêmement fort. Et qu'effectivement, on a une espèce de système de double peine, hein, c'est-à-dire que cet apprentissage n'est pas très intéressant pour moi et j'ai pas beaucoup confiance dans mes capacités dans ce domaine-là et du coup, je vais être encore plus mauvais autorégulateur pour ce type de tâche. Oui. Et donc, je suis complètement d'accord hein, que les apprentissages autorégulés, le sentiment d'auto-efficacité et la motivation sont, enfin, les travaux de Bandura le montrent déjà depuis longtemps, sont extrêmement, extrêmement liés. Bon, je vais lire les questions, c'est un peu difficile parce que je dois les traduire. Mais je suis avec l'idée de tout le monde dit quoi. Tout le monde dit qu'il existe les styles d'apprentissage qui est quelque chose de très installé dans les discours des professeurs. Selon ton avis, il existe des études qui confirment cette théorie. Ça veut dire que les étudiants sont plus visuels ou qu'il existe des étudiants plus auditifs que d'autres? Ouais, merci, c'est une très, très jolie question. Effectivement, c'est un domaine, les styles d'apprentissage, qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de publications. Et il y a des collègues américains qui ont fait une synthèse de cette littérature il y a une quinzaine d'années maintenant, ou un peu moins peut-être, dans lequel ils ont constaté que cette littérature était pour la plupart pas expérimentale dans le sens où on ne cherche pas à invalider. Donc, comment est-ce qu'on pourrait invalider cette histoire de style d'apprentissage? Très simplement, on prend des élèves auditifs, on prend des élèves visuels, on leur fait apprendre le même contenu. La moitié des auditifs ont une présentation auditive, la moitié des auditifs une présentation visuelle, puis on prend les visuels, la moitié conditions auditives, la moitié dans conditions visuelles. Donc, une expérience très simple à faire. Tout le monde peut la faire demain dans sa classe. Et ce que les auteurs de cette revue de la littérature ont montré, c'est que ces expériences n'existent pas. Il y a des milliers de publications sur les styles d'apprentissage, mais ces expériences simples, dans lesquelles on ferait vraiment, hein, on donne la chance à l'adversaire, c'est-à-dire qu'on propose une hypothèse qui est réfutable, ces expériences n'existent pas, ou en fait, il y en a à peine quelques-unes qui sont publiées, et quand on regarde ces publications, les résultats ne montrent pas d'amélioration de l'apprentissage en fonction de la prise en compte des styles d'apprentissage. Après, c'est un résultat qui est très bien connu dans la littérature, c'est une confusion entre les préférences d'apprentissage et l'efficacité d'apprentissage. Et donc, avec un ami français, on a appelé ça le paradoxe préférence-performance. Ce n'est pas parce que les élèves préfèrent A que c'est plus efficace que B. Et ces résultats qui mettent en doute l'idée de style d'apprentissage sont aussi très bien corroborés par les travaux dans un domaine qu'on appelle multimédia learning, hein, le domaine de l'apprentissage multimédia, que Chris Castro connaît très très bien et dont il est vraiment un des bons spécialistes. C'est un domaine où on montre que dans l'immense majorité des cas, c'est la complémentarité
entre l'information visuelle et l'information auditive. C'est la complémentarité entre l'information picturale et l'information linguistique qui fait l'efficacité des apprentissages. Et donc, la plupart des élèves apprennent mieux quand on met ensemble des mots et des images, quand on met ensemble quelque chose à regarder et quelque chose à entendre. Chris Castro vient de dire merci par la mention. Il est présent. Et il y avait une autre question qui est très courte. Il dit en relation à l'apprentissage en groupe, est-ce qu'on a... Bon, il leur montre la possibilité d'identifier les brèches individuelles d'apprentissage? Oui, c'est un des domaines d'efficacité du travail en groupe, qui est le travail en groupe dit hétérogène. Hein, c'est-à-dire quand des élèves avec des connaissances différentes arrivent à travailler ensemble et combler. Mais, encore une fois, attention, les travaux dans le domaine montrent que cette très bonne idée, souvent, pour fonctionner, elle doit s'accompagner d'un script. Il y a une littérature pléthorique sur les scripts en apprentissage collaboratif, c'est-à-dire une sorte de scénario qu'on donne aux élèves, un scénario de collaboration. Parce que si on ne donne pas de scénario de collaboration, ce que montrent les résultats, c'est que finalement, c'est les groupes homogènes qui fonctionnent mieux. Donc, si on veut faire un groupe hétérogène, on peut obtenir des résultats formidables, vraiment pour tous les élèves de ce groupe, les plus avancés comme les moins avancés, ceux qui sont plus en facilité sur tel aspect ou tel aspect, mais le script joue un rôle très important. Mais on a plein de questions parce qu'on a beaucoup de personnes connectées, mais je pense qu'on n'a pas le temps parce que aussi Carlos, il doit faire l'interprétation et c'est très fatigant pour lui si ça dure plus d'une heure. Et je pense aussi qu'on ne va pas abuser de ton temps. Mais je vous raconte à tout le monde qu'on va créer un site dans notre page web du centre CIEP où on va mettre en ligne toutes les vidéos. Et je pense que peut-être que là, on peut laisser un espace pour faire des questions aussi, des commentaires. Je peux t'envoyer aussi, mais il y a plein de questions. Il y a quelqu'un qui demande les livres sur les stratégies pour réussir. Dans le niveau 3, quand on montre les 3 niveaux, et oui, tu as dit, oui. Je vous conseille de lire les livres. Et ça, on peut répondre facilement. Mais il y a plein de questions et je pense qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps à discuter sur ces sujets. Ce livre-là, Fiorella et Maya, celui-là, c'est un livre qui doit s'appeler quelque chose comme 8 Ways to Promote Generative Learning ou quelque chose comme ça. Mais si vous tapez Fiorella et Mayer, c'est chez voilà, Cambridge University Press. Et vous pouvez aussi trouver, c'est très important, ces deux auteurs ont écrit un article qui présente le livre. Donc, un article qui fait le résumé du livre. Et cet article est libre d'accès sur Google. Donc, vous pouvez facilement trouver cet article gratuitement. Bon, merci beaucoup. Et, bon, je pense qu'on va finir ici, mais je vous laisse à tout le monde inviter à notre prochaine conférence. C'est en français aussi. C'est avec un ami, je pense à toi aussi, André. C'est Christophe Badier qui va nous donner une conférence le 21 octobre à 16h. Bon, on a mis sur les chats le PDF avec l'invitation et vous pouvez voir les liens pour vous inscrire à cette conférence, que ça va être très intéressant aussi parce qu'il est de l'Université de la Polynaise en France, un autre endroit. Et on a 7 heures de différence avec lui.
Et je laissais aussi des liens d'intérêt. Par exemple, je laissais dans la présentation que je partageais la page d'André Tricot où vous pouvez voir toutes les publications parce que tout la met à jour, c'est très bien rempli. Merci. Et aussi les sites web de notre centre où vous pouvez voir les activités que nous faisons et les recherches. Donc, on finalise ici, mais on reste en contact, je crois. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et on t'espère au Chili l'année prochaine, dans un Ouais, an. je vais venir voir Chris l'année prochaine. Oui, bon, j'espère que tu nous verras aussi. Oui. Bon, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Bon, depuis la Araucanía, Chile, tout le monde remercie beaucoup